Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1 à la une de l'actualité de ce mardi 11 juillet. Le président Alassane Ouattara a présidé hier l'ouverture des travaux de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI et juste après, le chef de l'État a reçu en audience le secrétaire de l'organisation et le président de la BID. Un programme national de promotion de la médecine traditionnelle a élaboré un plan de communication pour l'organisation de la promotion de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, cela pour contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Et puis au Mali, on est toujours sans nouvelles de nombreux militaires maliens portés disparus depuis dimanche 9 juillet après un accrochage avec des présumés djihadistes dans le nord-est du pays. Le président Alassane Ouattara a présidé hier l'ouverture des travaux de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre va durer 2 jours. Elle s'achève donc ce mardi. La session porte sur le thème « Jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité ». Le chef de l'État a saisi cette occasion pour saluer la solidarité de l'organisation qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Jérôme Kofi Abola. La Côte d'Ivoire, en abritant la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, du coup, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui devient le président de cette présente session. Il succède ainsi au ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, président de la 43e session. En cette qualité, Marcela Montano s'est félicité du choix du thème, à savoir jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. C'est donc pour lui l'occasion d'évoquer conformément à ce thème la politique gouvernementale sur l'éducation et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce thème nous interpelle car les jeunes constituent en Côte d'Ivoire, par exemple, 77,3% de nos populations. Il s'agit pour nous de relever des défis nouveaux qui peuvent impacter la paix et la solidarité internationale et donc l'avenir de nos sociétés. Dans un monde en pleine mutation, il nous faut offrir à notre jeunesse des solutions novatrices, porteuses d'espoir qui puissent les détourner des phénomènes majeurs qui affectent négativement nos sociétés, à savoir le chômage, la migration, les mouvements extrémistes et violents. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien a fait de l'éducation et de la formation des jeunes une priorité comme réponse à l'obscurantisme et à la manipulation. Outre l'accent mis sur l'éducation, l'emploi des jeunes constitue assurément un des axes majeurs de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À cet effet, le président Alassane Ouattara a décidé de la création d'un ministère spécialement dédié à la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, a de son côté salué dans un premier temps la solidarité de l'Organisation de la coopération islamique à l'égard de la Côte d'Ivoire, qui lui a permis d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La force d'une communauté est de savoir en toutes circonstances rester solidaire. Je voudrais ici témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de notre organisation. En effet, cette solidarité s'est manifestée lors du vote des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la Côte d'Ivoire, qui, le 2 juin 2017, a été élu membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Ce vote a enregistré l'élection de 2 États membres de notre organisation, en l'occurrence l'État frère du Koweït et la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la communauté pour cette grande marque de confiance. Le chef de l'État ivoirien a ensuite parlé de partenariat économique avec l'Organisation de la coopération islamique avant d'annoncer avec fierté la ratification de la charte de l'OCI
par l'État ivoirien. L'Organisation de la coopération islamique constitue une véritable force, un véritable levier de développement économique de nos pays. L'exemple que nous donne aujourd'hui de nombreux pays dans le monde est que le regroupement d'ensembles cohérents et harmonieux qui partagent les mêmes valeurs est la meilleure voie pour le progrès des peuples. Dans ce cadre, nous soulignons la nécessité pour les États membres de l'Organisation de la coopération islamique de mettre l'accent sur la mise en œuvre des stratégies de partenariats économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques au sein de notre organisation. Les résultats déjà atteints par le plan spécial pour le développement de l'Afrique sont positifs. Par conséquent, ils méritent d'être poursuivis et amplifiés. C'est aussi le lieu de vous annoncer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vient de ratifier la charte de l'OCI. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est pour la Côte d'Ivoire la première rencontre qu'elle accueille depuis son adhésion à l'organisation en 2001. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI se réunit une fois tous les ans. Il s'agit d'examiner les moyens de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, des décisions et résolutions adoptées. Et juste après l'ouverture des travaux de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, le président de la République Alassane Ouattara a échangé successivement avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et le président de la Banque islamique de développement. On reste avec Jérôme Kofi Abolin. Les entretiens entre le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara et le président de la BID, le docteur Bandar Al-Hadjar, ont essentiellement porté sur l'excellence des relations entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir le président de la Banque islamique de développement qui apporte un appui important à notre pays au plan du financement des projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur économique ou les secteurs sociaux. Le président effectue sa première visite en Afrique, au sud du Sahara, depuis sa désignation, sa prise de fonction. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire de le recevoir à l'occasion de sa participation à la conférence de l'OCI. Et je voudrais lui dire que nous sommes sensibles à cette attention et nous ferons tout pour accélérer la coopération avec la Banque islamique de développement et aussi nous ferons en sorte que les décaissements qui sont aux alentours de 10% puissent être améliorés. Le président nous a donné les critères pour cela et nous allons nous y conformer. Je suis sûr qu'avec les mesures qu'il a décidé lui-même de mettre en œuvre, notamment la décentralisation des opérations de la banque, ceci permettra d'accélérer le financement des projets. Avant d'échanger avec le président de la BID, le président Alassane Ouattara a reçu le secrétaire général de l'OCI, Youssef Aal Otemine. Le chef de l'État ivoirien a saisi cette occasion pour remercier son hôte au regard du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour la tenue à Abidjan de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Créée le 25 septembre 1969, l'OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU, Organisation des Nations Unies. Et à la fin de la première journée de cette 44e session, un dîner a été offert aux participants, dîner au cours duquel le gouvernement ivoirien et le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique ont renouvelé leur engagement d'œuvrer ensemble pour l'insertion de la jeunesse dans le tissu socio-économique. Le reportage de Gabriel Zani. C'est par un toast à l'honneur à la grandeur des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI que le banquet a été ouvert. Certes, un banquet de remerciements pour la tenue de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Abidjan, mais surtout un banquet pour renouveler les engagements pris en faveur de la jeunesse pendant les assises ouvertes hier lundi. Sans paix, il ne peut y avoir de progrès et de développement. La paix elle-même est conditionnée par l'offre de perspectives heureuses au plus grand nombre. Comme vous le savez,
La jeunesse constitue l'essentiel de nos populations, avec une moyenne de 70% dans le monde et de près de 85% en Afrique. Il faut donc porter attention aux problèmes que cette jeunesse rencontre en mettant à sa disposition des solutions innovantes qui lui permettent de relever les défis de plus en plus complexes auxquels elle est durement confrontée. Les difficultés rencontrées par les jeunes sont une menace pour la sécurité et la paix, ainsi que pour la stabilité du monde. Le secrétaire général de l'OCI a relevé le succès de l'intégration de la Côte d'Ivoire dans cette coopération et la tenue de la 44e session où le pays s'est vu désigner président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Amon Tano, qui va assurer cette fonction. Voilà pour le chapitre 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Un tout petit mot de santé à présent. Je vous le disais en titre, la médecine traditionnelle veut contribuer à l'amélioration de la qualité des soins dans le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle vient d'élaborer un plan de communication. Grace Kando, reportage. En Côte d'Ivoire, 90% de la population utilise la médecine traditionnelle. Cette pratique contribue à l'amélioration de la couverture des besoins sanitaires. J'ai un oncle qu'on appelait effectivement vieux en vous et qui faisait des merveilles, qui guérissait des gens avec des feuilles, avec des écorces, des racines. Et il y a des gens même qui quittaient la ville pour aller au village, pour aller se faire soigner. Il y a certaines maladies avec l'apport de la médecine traditionnelle qui guérissent rapidement. Actuellement, j'ai mon neveu qui souffre d'un problème de bosse. Bien sûr qu'on a allé à l'hôpital, on a fait les examens. Mais on allait voir aussi une dame qui vend les médicaments traditionnels. Et actuellement, ça va. Les bonnes pratiques de cette médecine traditionnelle ne sont pas souvent connues. Pour mieux faire la promotion de la médecine traditionnelle, un plan de communication a été élaboré. Nous avons un document de politique nationale de promotion de la médecine traditionnelle. Nous avons aussi un plan stratégique de développement de la médecine en Côte d'Ivoire. Donc tous ces outils, nous devons pouvoir nous rencontrer, j'allais dire tout ce qui est communication, le secteur de la communication pour donner le bon message. Comment communiquer sur la médecine traditionnelle. Les médicaments traditionnels ont des normes de fabrication et des techniques de collecte de plantes médicinales. Le programme en charge de la promotion de cette médecine accompagne les praticiens de médecine traditionnelle à la fabrication de leurs médicaments. C'est-à-dire qu'on les aide à intégrer dans leur processus des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, qui sont des pratiques qui ont été données par l'OMS comme des guides qui doivent être suivis par ces praticiens-là afin de pouvoir bien préparer leurs médicaments. Dans le cadre du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, la construction d'un institut de recherche à Agou, dans le département d'Azopé, est prévue. Le ministère des Transports vient de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Elle a lieu sur le corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako. L'objectif est d'interpeller les transporteurs et les usagers à la vigilance en vue de réduire les accidents de circulation. Les explications de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. 187 accidents de la circulation sont à l'origine de plus de 90 décès sur l'axe Abidjan-Ouagadougou, selon les statistiques du ministère des Transports publiées en 2014. Une situation due à l'imprudence et à l'indiscipline des conducteurs. Face à ce fléau, le ministère des Transports a initié une campagne pour sensibiliser les transporteurs et les usagers sur la sécurité routière. Le corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako, un corridor important en raison de l'importance des activités économiques. Il s'agira d'être plus proche des usagers de la route. Il s'agira de faire en sorte que par les panneaux, chacun soit sensibilisé. 14 messages élaborés par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso ont été présentés par les représentants des différentes catégories de transporteurs terrestres en vue du respect du code et de la bonne conduite. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement fait de la sécurité routière une question prioritaire. À partir de ce moment-là,
Notre rôle donc pendant cette campagne est de tout faire pour que nos compatriotes conducteurs et transporteurs puissent prendre leurs responsabilités en respectant à la lettre le code de la route. Et les transporteurs, les conducteurs routiers prendront leur part dans cette campagne et vont faire en sorte que la voie qui mène donc à la sensibilisation et à la compréhension de ce dossier, cette voie-là soit soutenue. Financée par l'Institution de coordination des activités économiques de l'Organisation des pays islamiques, cette campagne internationale va faciliter les échanges entre ces 3 pays de la sous-région ouest-africaine. La pluie continue de faire parler d'elle. Les pluies diluviennes qui se sont abattues samedi et dimanche sur la région de San Pedro ont cassé le pont de la déviation San Pedro-Tabou. Elles ont aussi provoqué la mort d'un jeune garçon décédé des suites de blessures provoquées par l'effondrement d'une maison dans le village de Moussadougou, à une quarantaine de kilomètres de San Pedro sur l'axe de la côtière. Le constat sur place de Sam Conan et Teresta Peyoboué. Route barrée. Cette enseigne invite les automobilistes à rebrousser chemin. La voie de déviation créée à l'issue de l'effondrement du pont reliant San Pedro à Tabou est impraticable. L'eau a emporté les 4 buses qui servaient de pont de passage provisoire. Ce qu'on va faire, c'est attendre que les eaux baissent parce qu'il y a assez d'eau et tenter de récupérer les éléments de bus et les reposer. On n'a pas pu faire de protection parce que le sol n'est pas stabilisé et il pleut tous les jours. Et la météo annonce de fortes pluies dans la région. Afin de minimiser les dégâts, le comité de crise piloté par la préfecture sensibilise les populations des zones à risque. Nous avons envisagé la relocalisation de ces personnes-là. Nous avons bien saisi et je pense que, comme vous l'avez dit, je vais passer le message à tous ceux qui sont dans cette situation pour qu'on déguerpisse les lieux. Des habitations qui côtoient le fleuve San Pedro dans le quartier Sautref. Un véritable danger. Vous voyez sur le mur ici, doit aller jusque-là. C'est-à-dire, les habitants de cette maison sont exposés à de grands dangers. Et des écoles ont donc été réquisitionnées pour accueillir les déplacés. Mais jusque-là, personne ne veut partir. Alors qu'une maison s'est écroulée dans le village de Moussadougou, à une dizaine de kilomètres de San Pedro, faisant des victimes. La sensibilisation va se poursuivre. Les travaux de réparation de la déviation vont s'effectuer cette semaine, indique l'un des responsables. Ce mardi 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement des pays. Voilà le thème choisi cette année. Comment fonctionne la planification familiale en Côte d'Ivoire? Quel est son impact sur les populations concernées et comment les partenaires internationaux aident-ils à la bonne marche de cette politique? C'est le dossier du jour. Il est signé Serge Colléa. Comment réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles? Tous les pays du monde veulent aujourd'hui résoudre cette équation considérée comme l'un des investissements les plus sages et les plus rentables. Pour élever le défi, les campagnes de sensibilisation sur la planification familiale se multiplient. La planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes utilisées par les individus et le couple en vue d'espacer les naissances, d'éviter les grossesses non désirées et de choisir la taille souhaitée pour leur famille. Si un couple a 4 enfants et il gagne seulement suffisamment pour nourrir 2 enfants, ça veut dire que la qualité de vie de tout le monde va baisser. Prendre les mesures pour ne pas avoir les enfants, plus de nombre d'enfants de ce qu'on peut supporter, peut nous aider à monter la qualité de vie de tout le monde. Promouvoir les bienfaits de la planification familiale, l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, est le leader en la matière. Ces cliniques, réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien, sont devenues les lieux de rendez-vous des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles. Mariam, 30 ans, est une habituée des lieux. Un rendez-vous trimestriel pour décider de son avenir. Il y a plusieurs méthodes, mais moi j'ai choisi piqûre pour 3 mois. Ça me va. La non-planification des naissances peut avoir des conséquences graves. 500 000 femmes
meurent chaque année à la suite de complications durant les grossesses, les accouchements ou les avortements à risque. L'utérus ne se repose pas et elle contracte encore une autre grossesse. À l'accouchement, elle peut saigner, il peut avoir l'hémorragie du postpartum. Et donc, mieux vaut qu'elle se repose, que l'utérus se repose bien pour qu'elle puisse reprendre une autre grossesse. S'occuper des enfants à longueur de journée n'est pas toujours facile. Elle a 1 an 8 mois et lui il a 8 mois. Lui il pleure aussi, elle pleure. Gérer les deux, vraiment, c'est fatigant. Pour payer l'école, là, dépenser de trop sur nous. À quoi ça, mon mari, c'est bon comme ça. On ne peut pas faire enfant pour mettre dans souffrance, c'est pas bon. La planification familiale, une politique qui se heurte à des facteurs socioculturels. Les maris aussi ne t'acceptent pas. Mais nous aussi, on va faire comment? Si tu es marié, tu es marié. C'est que le mari dit que tu vas faire là. C'est ça que tu vas suivre aussi. Malgré les difficultés, l'accès aux services de planification familiale s'améliore pour des familles plus épanouies. Au lieu de faire les enfants, il y a 1 an, 2 ans entre eux, trop de maladies, il n'y a pas beaucoup de repos, problème de l'argent. Mais s'il y a une truc familial comme ça, vraiment, on est trop satisfait sur ça. Si tu mets dans ton programme que tu dois faire 5 enfants, les 5 enfants, là, il faut te défendre. En tout cas, pour pas, ils vont manquer de rien. En tout cas, pour le moment, nous, on ne se plaint pas. Pour réussir la planification familiale, l'aide des partenaires au développement s'avère précieuse. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Royaume-Uni s'engage aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour la population vient avec son appui technique, avec son cerveau, aider les départements pertinents du gouvernement à écrire ces politiques de population. En même temps, on travaille avec le ministère de la Santé pour mettre en place, s'assurer que la femme du village plus lointain ait accès à la connaissance, à l'information. Actuellement, nous dépensons autour de 150 milliards de CFA équivalent sur les questions de planification familiale. Ça reste toujours pour nous un sujet clé dans nos interventions de la coopération au niveau mondial. Ce 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population avec pour thème « Donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement des pays ». Le sommet de Londres sera l'occasion de parler des financements pour améliorer la planification familiale. Le 11 juillet, c'est cette question de la chaîne d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de rupture dans le stock, par exemple, parce que vous pouvez faire la planification familiale, mais vous devez passer 2 mois sans avoir accès. Peut-être ça ne sert pas à grand-chose. Au sommet de Londres, la Côte d'Ivoire sera présente. À ce rendez-vous, bailleurs et décideurs vont discuter des efforts à fournir pour aider 225 millions de femmes dans 69 pays à avoir accès aux informations nécessaires pour décider de leur sort. Un dossier signé donc Serge Coléa. Yamoussoukro a abrité récemment la journée nationale du management de la qualité. Pendant cette journée, plusieurs responsables d'entreprises de divers secteurs ont échangé autour du thème leadership, qualité et compétitivité des entreprises. Des échanges pour accroître la performance en entreprise. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Ils occupent divers postes de responsabilité, tant au privé que dans le secteur public. La suivi de l'entreprise dépend très souvent de leur sens managérial. Un partage d'expérience pourrait contribuer à les orienter dans certaines décisions. Ces responsables sont justement à Yamoussoukro pour la Journée nationale du management de la qualité. Thème, leadership, qualité et compétitivité des entreprises. Un thème pour amener à des échanges fructueux. La qualité se construit avec les hommes. Selon donc, les données qui sont disponibles depuis 2016 au niveau du bureau Veritas, il y a une étude qui a été donc menée et sur une centaine d'entreprises qui sont certifiés ISO 9001 ou bien qui sont engagés en démarche qualité, il a été relevé que le critère implication du personnel a été le second point fort après le critère engagement actif et participatif de la direction.
Ainsi, des spécialistes, des experts consultants et des universitaires ont pu apporter leur contribution à travers des communications qui avaient pour but d'accompagner ces leaders dans leur volonté de garantir la performance en entreprise. La Journée nationale du management de la qualité, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre des Journées nationales métiers 2017. Reste à venir la journée consacrée aux ressources humaines. La sous-préfecture de Siempourgo, dans le département de Boundiali, détenait jusqu'en 2011 l'un des plus faibles taux de scolarisation de la petite fille. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. De 25% en 2011, le taux de scolarisation de la petite fille y est passé à 55,5% en 2017. Une fierté pour les populations qui continuent à mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif des 100%. Soro Corona, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Diarasuba Awa, ménagère à Siempourgo, est mariée depuis l'âge de 13 ans. Ce mariage arrangé l'a empêché d'aller à l'école. Awa a encore des regrets. Très tôt, j'ai été promise en mariage. Ce mariage de famille m'empêchait d'aller à l'école. Aujourd'hui, quand je vois mes soeurs, Kandia Kamara, et qu'on est mariés tout, je regrette de ne pas être allé à l'école. Comme Diarasuba Awa, de nombreuses autres femmes de la sous-préfecture de Siempourgo, dans la région de la Bagoué, n'ont pas eu la chance de jouir du droit à l'éducation. Plusieurs pesanteurs culturels ont favorisé cette situation. Les mariages dans le Nord se font en famille. Du coup, quand on envoie les enfants à l'école, l'enfant est émancipé. Elle n'acceptera pas un mariage, je veux dire, de famille, elle n'acceptera pas un mariage forcé. De 25% en 2010, le taux de scolarisation de la petite fille est passé à 55% dans la sous-préfecture de Siempourgo en 2017. Aujourd'hui, nous avons dans la sous-préfecture de Siempourgo 2413 élèves. Et sur les 2413 élèves, on a 1361 filles. Donc il y a plus de filles scolarisées que de garçons. L'effectif des élèves, le nombre de filles est supérieur au nombre de garçons. Ça veut dire que ça va. Et partout, l'écart n'est plus grand. Pour maintenir le cap, les jeunes de ce village ont sensibilisé les chefs traditionnels et religieux sur l'importance de la scolarisation de la petite fille. Pour les cadres, après le défi de la scolarisation de la petite fille, il est temps d'accentuer la lutte sur les grossesses en milieu scolaire. Il est certes primordial de scolariser les filles, mais il est également important de suivre leur parcours scolaire pour leur éviter un autre phénomène qu'est celui des grossesses en milieu scolaire. Les campagnes de sensibilisation, la politique de l'école obligatoire et la construction de nombreuses nouvelles infrastructures scolaires ont contribué à accroître les taux de scolarisation de la petite fille. Nignoro, dans la sous-préfecture de Gbon, département de Kouto, a un nouveau chef traditionnel. Il a été intronisé samedi dernier en présence de Bruno Nabagné-Koné. À cette occasion, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, par ailleurs fils de la région, a exhorté les filles et fils de Nignoro à faire bloc autour du nouveau chef pour la cohésion et le développement de la localité. Charles Tatou, RTI Boaké. Nignoro est une localité de la sous-préfecture de Gbon dans le département de Kouto. Ce village peuplé de près de 8000 âmes souffre encore du manque d'électricité et d'adduction en eau potable. Mais seule l'union et l'attente peuvent contribuer à la création des conditions favorables à ces deux infrastructures de base. C'est donc le sens de cette cérémonie d'intronisation qui a du reste été une occasion pour les ressortissants de Nignoro vivant dans les autres régions du pays de faire un tour au bercail. Nous sommes en train de mettre en place une mutuelle de développement qui va permettre à ce village de faciliter la vie aux populations, de faciliter l'accès aux routes, à l'électricité, à l'adduction d'eau, à la santé de nos parents. Occasion également pour les porte-paroles des cadres de réaffirmer leur engagement pour le développement de leur village. Le nouveau chef d'Otia, Bamba Modeste, a reçu des mains des autorités préfectorales son arrêté de nomination. Le parrain de la cérémonie, Bruno Nabagné-Koné,
ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, par ailleurs cadre de la région, lui a exhorté les filles et fils à faire bloc autour de leur nouveau chef afin de développer ensemble leur localité. Notre ambition, c'est de travailler ensemble pour améliorer vos conditions de vie. Ce que nous souhaitons, c'est que vous-même, vous travaillez également ensemble pour éradiquer certains fléaux qui frappent notre région. Travailler ensemble pour lutter contre les problèmes de terre. Travailler ensemble pour éviter tout problème de chefferie. Soutenez le chef d'Odia, soutenez-le dans sa mission. Les danses du terroir ont ponctué la cérémonie. Allons au Mali pour refermer ce journal. Au Mali où on est toujours sans nouvelles de nombreux militaires maliens portés disparus depuis dimanche 9 juillet après un accrochage avec de présumés djihadistes à une 60aine de kilomètres de Ménaka dans le nord-est du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.